pense que la littérature travaille sur la condition humaine, d'où qu'elle s'écrive. Et donc, moi, je suis d'abord traversée par des questions liées à cette dimension-là de l'écriture. Peut-être qu'évidemment, puisque le texte est situé, puisqu'il peut m'arriver de le situer dans un environnement subsaharien qui d'ailleurs, chez moi, n'est jamais clairement défini, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir réinventer l'espace. Peut-être que le lecteur non africain va avoir l'impression de lire un texte qui lui apporte quelque chose de nouveau sur le plan de la culture. Mais pour moi, la culture, le territoire, ça fait partie de... Ce sont les décors du texte, ce n'est pas son propos. Donc, j'écris l'humanité à partir de mon africanité. J'ai jamais l'impression de ne parler que d'Afrique. Donc, les gens qui ont l'impression de lire essentiellement l'Afrique, il faut qu'ils interrogent leur regard et non pas mon travail, mais plutôt leur approche à eux de ce travail. Je pense que si le texte est bon, on doit quand même pouvoir reconnaître sa propre humanité dans celle des personnages et comprendre leur expérience tout simplement parce que nous sommes humains. Si je vous raconte une histoire d'amour qui se passe en Afrique, elle se passe en Afrique, mais c'est une histoire d'amour. Quand quelqu'un est fou de jalousie parce qu'il est cocu, bah, il est juste cocu et fou de jalousie. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de territoire, ça transcende vraiment l'espace et les époques même. Je veux dire, le chagrin d'amour dans l'Antiquité ou aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Et je pense que le cœur de la littérature, ce sont ces aspects-là. Ne pas faire peser sur elle ce rôle-là, ce serait un peu dommage. La littérature, c'est de l'art. Je ne sais pas si c'est seulement ça qui permet de dépasser une question comme celle du racisme. La capacité à s'intéresser à des cultures autres que la sienne, ça ne suffit pas pour aimer toute l'humanité. Il y a autre chose. Il y a, je pense, dans ces questions-là, un travail à faire sur les représentations, la manière dont les images de certains espaces vous sont apportées. Et puis, il y a aussi des histoires de mémoire quand les espaces ont été en relation. Par exemple, l'histoire coloniale. Un pays qui a peu ou pas de passé colonial suscite moins d'aigreur, suscite moins de ressentiment de la part de populations anciennement colonisées. C'est souvent avec les pays qui ont une histoire coloniale que la relation est très compliquée, en tout cas venant du Sud. Et quand je dis qu'elle est compliquée, ce n'est pas qu'on ne peut pas apprécier la culture, ça se joue vraiment ailleurs. On peut apprécier la culture des autres chez eux et ne pas vouloir qu'ils viennent chez nous, ça c'est encore autre chose. Il y a des racistes qui sont de grands voyageurs, ils aiment le monde, mais ils veulent que le monde reste à distance. Ils ne veulent pas que le monde vienne à l'intérieur de leur espace de référence et surtout, ils ne veulent pas que cet espace soit altéré par des présences qui ne sont pas autochtones. Et ça, je pense que c'est vraiment des questions qui dépassent le simple champ de la culture. Donc, le brassage culturel, la mise en présence de cultures diverses, ça aide parce que ça permet de découvrir les autres, de se familiariser avec, non pas avec leur humanité, mais avec leur manière de s'exprimer. Mais ça ne suffit pas. En ce qui concerne, par exemple, les personnes originaires du continent africain, je pense que le travail est vraiment à faire sur les représentations et sur la masse de discours qui ont été véhiculés, je ne sais pas, on va dire même depuis la fin du XVe siècle jusqu'à nos jours, hein, et qui ont, comment dire, pénétré
l'inconscient des personnes qui ont entendu ces récits, si bien qu'elles ne se savent pas elles-mêmes dépositaires de tous ces discours qui influencent le regard. Donc, il faut avoir conscience de ça et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. C'est sur ces discours, comment ils ont été produits, dans quel contexte, pourquoi et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut les dépasser, les mettre à distance, non pas les effacer parce que ça fait partie de l'histoire de la rencontre, même si ce sont les côtés sombres de la rencontre, on est aussi tous définis par ça, donc il ne faut pas l'ignorer, mais pour pouvoir le dépasser, justement, il faut le connaître. Donc il faut étudier ces discours avec, avec sérieux, avec rigueur, mais sans pathos. Sans pathos parce que le pathos nous y enferme et nous amène, nous oblige à revivre inlassablement toujours ces pages sombres de l'histoire qu'on ne dépassera donc jamais. Afropéa, c'est même encore plus précis que ça, puisque le texte parle de personnes qui sont européennes, avec une partie de leur héritage culturel qui vient de leurs parents et qui, eux, sont africains. Et ces personnes n'ont pas envie de choisir entre voilà, tous les éléments qui les constituent, c'est-à-dire la culture et le vécu européen de fait, puisque elles sont des productions de cet espace, et puis la mémoire, la transmission plus ou moins importante qui est venue des parents. Et ça peut donner, à mon avis, quelque chose de très beau, mais de très beau à condition qu'on arrive à apaiser à l'intérieur de soi les conflits qui existent encore justement à cause de l'histoire, d'une histoire heurtée, une histoire compliquée, une histoire de souffrance, une histoire de domination. Et le problème de cette histoire, c'est que il est parfois difficile de la mettre vraiment à distance, d'en faire un passé, parce qu'elle n'est pas complètement passée. Si vous voulez, il persiste des déséquilibres entre le nord et le sud, donc entre les pays qui ont autrefois été colonisés par des puissances européennes et ces pays européens actuellement. Tant que l'équilibre n'est pas restauré, c'est vrai qu'il peut être difficile pour les individus de vivre de manière apaisée l'appartenance comme ça à voilà, à deux géographies intimes qui s'entendent mal. Hein, c'est comme si alors vous avez des parents, vous êtes fous de vos deux parents et ils ne veulent pas se parler. Ou en tout cas, quand ils se parlent, ils n'auront jamais des choses sympas à se dire. Si on est au milieu de ça, c'est compliqué. Hein, et c'est un peu cette situation-là qu'il s'agit de régler. Et comme les deux parents en question ne sont pas super futés, il faut que ce soit le gamin qui arrive, lui, à faire au-delà de ce qu'ils sont, à inventer quelque chose qui lui permette de déjà fabriquer du futur, en fait, mais de le fabriquer en réclamant tout ce qui lui appartient. Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est que pour faire ça de façon saine, on est obligé de récupérer de part et d'autre ce qui est noble, ce qui est beau, et de se valoriser à partir de ça. Et donc, on est obligé de reconnaître la beauté des deux côtés, quoi qu'il se soit passé. Hein, parce qu'on ne peut pas divorcer d'un morceau de soi de toute façon, donc il faut l'aimer. Hein, il faut lui trouver quelque chose à aimer. Et il y a des choses à aimer en dépit de l'histoire. Et donc ça demande sans doute une hauteur de vue, ça demande peut-être un peu de maturité, peut-être un regard un peu spirituel sur les choses aussi, mon regard du début, celui qui considère qu'il n'y a qu'une seule humanité, il ne faut pas perdre ça de vue et travailler pour l'humanité, en fait. Se dire toujours qu'on ne travaille pas pour son petit espace, mais que ce qu'on fait chez soi doit pouvoir bénéficier à tous.